Merci et bienvenue. Donc, en effet, comme l'a souligné Anne-Lise, ce qui nous réunit tous les trois, Marie, Julien et moi, c'est la Guyane. Parce que Marie, elle y travaille depuis de longues années, et Julien, c'est un voyage qu'on a fait il y a exactement un an, de 2 mois, qui a ensuite donné lieu à cette exposition. Et vous vous apercevrez au fur et à mesure de la conférence que c'est la Guyane qui nous a réunis au départ, mais pas que. Voilà. Donc du coup, nous, on va commencer par se présenter, par vous raconter un petit peu notre métier. Donc nous sommes tous les deux dessinateurs naturalistes, et c'est en cette qualité que nous sommes partis en Guyane. Et pour revenir un petit peu en arrière, en fait, Julien et moi, on a un point commun, c'est que depuis qu'on est tout petit, on aime la nature, mais au départ, on s'est surtout intéressé aux oiseaux. Et en commençant à s'intéresser aux oiseaux, on a fini par s'intéresser à tout ce qui touche aux sciences naturelles. On a commencé à dessiner, donc on en a fait notre métier, on est devenu dessinateur naturaliste, et petit à petit, on a aussi un peu étoffé nos compétences, et on travaille aujourd'hui dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Donc Julien, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Julien Norwood. Donc je suis illustrateur naturaliste et scientifique. Et donc comme le disait Delphine, alors moi je suis parisien, mais je m'intéresse à la nature depuis tout petit. Et je la dessine quand je la découvre au fur et à mesure, quoi, que même quand je me balade au bois de Vincennes, dans les squares, puis après à Fontainebleau, puis de plus en plus loin lors de voyages, mais je dessinais au fur et à mesure en même temps que j'apprenais la nature. Et donc à 18 ans, je suis rentré dans ce même bâtiment, la Grande Galerie, auprès du professeur de dessin naturaliste et scientifique Pascal Leroc, qui enseigne toujours ici. Et donc il m'a pris sous son aile, au dernier étage de la Grande Galerie, le R+4, et j'y suis resté presque 8 ans, donc à me former de plus en plus, et voilà. Et donc j'ai toujours été indépendant, je travaille pas au muséum, et du coup je suis illustrateur. Donc je bosse aussi bien pour les maisons d'édition que pour des institutions comme le muséum, pour les publications scientifiques. Et un de mes grands rêves, comme Delphine, c'était notamment de faire partie d'expéditions scientifiques, et c'est un petit peu ce qu'on a vécu en Guyane. Comme Julien, en fait, je me suis aussi formée au dessin scientifique sous la houlette du professeur Pascal Leroc au muséum, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, moi, j'avais fait avant une école d'art qui m'avait aussi permis de découvrir le métier de graphiste, mais par ce métier de dessinateur naturaliste aussi, en fait, j'ai commencé à travailler avec des institutions scientifiques, et du coup, ça m'a permis justement de mettre toutes mes compétences au service de la vulgarisation scientifique. Et moi, je travaille beaucoup pour des expositions, voilà, aussi bien en tant que dessinatrice, mais aussi graphiste. Et donc de travailler pour des projets comme ça, comme des expositions qui sont assez ambitieuses, ça m'a aussi appris à gérer des projets, et donc ça nous a bien servi justement pour cette mission en Guyane. Donc voilà, donc comme on vous disait, Julien et moi en fait on a monté tout un projet pour pouvoir partir travailler en Guyane et rester en Guyane. Et donc vous voyez, c'était il y a exactement un an. Donc on est resté 2 mois sur place. Et ce projet, il avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de faire découvrir notre métier qui est atypique. Notre métier de dessinateur naturaliste, il est déjà pas très connu en métropole, mais il est pas connu non plus en Guyane. Et l'idée, c'était justement de faire découvrir à des gens qui habitent au milieu de la nature, qui a des métiers où on travaille avec la nature, mais qui sont pas directement des métiers scientifiques. Voilà. Donc pour nous, c'est important de véhiculer ce message et de montrer ces possibilités. Et on s'est inscrit justement au cours de ce voyage, on s'est inscrit dans des programmes scientifiques, et nous, on est intervenus en tant qu'artistes dans ces programmes scientifiques. On va vous développer un petit peu ça après. Et puis enfin, l'idée c'était aussi, d'échanger. Nous, l'idée c'était de découvrir un peu la Guyane, la biodiversité guyanaise, sa culture aussi. Et puis nous, justement, ce que je vous disais au départ, nous à la fois de faire découvrir notre métier, mais aussi d'enseigner la façon dont on travaille. Donc une grosse partie de cette mission en Guyane, c'était justement de faire des interventions dans les classes. Oui, mais du coup, alors on a fait, on a suivi un programme donc avec des scientifiques du coup sur les études des fourmis en milieu urbain, notamment sur les villes de la côte, Kourou, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, et donc du coup, on a montré notre métier. Et on a fait dessiner les enfants qui avaient déjà découvert avec des spécialistes et des entomologistes les fourmis. Et on leur a fait dessiner de façon scientifique, vraiment carrée, pour identifier l'espèce avec les proportions.
Et on a eu la chance, du coup, ça c'était notre premier projet, de réitérer cette expérience, du coup, en suivant une mission du muséum chez les Amérindiens, dans le Haut-Maroni. Oui, c'est ce qui est ici. En fait, une fois qu'on est rentré en métropole, on a voulu valoriser le travail des enfants parce qu'ils avaient fait des super dessins. Et donc, on a organisé un concours Facebook parce que, enfin, on avait fait une petite étude et il se trouve que le média qui est utilisé par tout le monde, que ce soit au milieu de la forêt, à Cayenne ou partout, c'est Facebook. Donc, on a organisé un concours et il y a 2 enfants qui ont gagné des bolos avec tous nos partenaires qui nous soutenaient dans cette mission. Il y a eu la télé guyanaise qui est venue, etc. Donc en fait, c'est un projet qu'on a accompagné et qu'on a poursuivi en métropole. Et l'idée, c'était vraiment juste de valoriser le travail des enfants après nos interventions. Quand on donnait pas des cours, justement, l'idée c'est on avait fait un programme et l'objectif c'était de rester le plus longtemps sur place, à la fois pour découvrir la forêt amazonienne, parce que quand on est dessinateur naturaliste, forcément on aime bien la nature, et quand on va quand on voyage dans un département où il y a la forêt amazonienne, forcément on a envie de la découvrir. Et l'idée c'était de dessiner dans la forêt aussi. Et donc pour ce faire, Julien et moi, on avait 2 démarches personnelles différentes et complémentaires. Donc du coup, pour ma part, souvent quand je suis sur le terrain, j'amène un cahier, le papier aquarelle comme ça, que j'utilise comme un carnet de bord. Et chaque jour, du premier jour au dernier jour, je dessine des paysages, des insectes, des plantes, enfin ce que je vois au fur et à mesure. Et là, tous les deux, quand on est arrivé dans la forêt, il y avait tellement de choses en Amazonie, c'était tellement riche que du coup, pendant une semaine, on est resté page blanche, on savait pas du tout quoi dessiner. Et du coup, pour ma part, je me suis restreint entre guillemets à la botanique, qui est déjà énorme. Et pour mieux l'aborder, et surtout, encore une fois, comme je disais au début, ça me permet d'apprendre en tant que naturaliste de dessiner. Cette fois-ci, j'ai classé mon carnet, vous pourrez voir plus tard, du coup, dans l'ordre de la classification en phylogénétique. Et donc, j'ai numéroté mes pages selon les familles. Et à chaque fois, je voyais une famille de plantes, donc des palmiers. Et je les dessinais à la page des palmiers. Donc voilà, au lieu de dessiner au jour le jour de façon chronologique, j'ai fait un herbier illustré classé. Et du coup, je fais une petite parenthèse, peut-être avant de vous présenter aussi mon travail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on est parti en Guyane, donc on est parti, c'est notre métier, donc il fallait aussi, qu'on soit payé. Donc on a trouvé des financements, et justement, en fait, on trouve rarement des financements pour se faire plaisir et aller dessiner dans la nature. Donc en fait, c'est en faisant tous ces cours de dessin qu'on a obtenu des financements. Et nous, en fait, l'objectif, c'était que, justement, grâce à ces financements, on puisse après, nous, de notre côté, dessiner. Donc ça, c'était, on va dire, la démarche plus personnelle de notre voyage. Mais à chaque fois, c'est souvent l'équilibre comme ça que trouvent les artistes. C'est-à-dire que on trouve des financements pour faire de la médiation, donner des cours. Et après, on essaye, nous, de rester après sur place pour pouvoir profiter de ces financements pour dessiner. Et alors de mon côté, il se trouve, ça va peut-être vous surprendre, mais quand c'est notre métier d'être dessinateur, finalement, on n'a pas souvent le temps et l'occasion de pouvoir approfondir certaines techniques, même découvrir d'autres techniques, etc. En fait, on a rarement le temps parce que quand on travaille à Paris, finalement, c'est pareil, c'est notre métier, il faut qu'on soit rentable. Et donc, du coup, on va faire ce qu'on sait faire, on va essayer d'être efficace et on a rarement le temps d'explorer. Alors que c'est un peu quand même le propre des disciplines artistiques. Et moi, j'aime bien profiter de ces moments-là où on se libère un peu de tout notre travail qu'on a à Paris pour pouvoir profiter, pour explorer. Et moi, du coup, j'avais décidé cette année d'explorer un peu la peinture et la gouache. Et donc, toutes les plantes que justement Julien a décrit avec vraiment un regard botanique dans son carnet, moi au contraire j'en ai plutôt proposé des paysages et pour les remettre un petit peu dans leur contexte et dans leur environnement dans lesquels comme on les trouve en Guyane. Donc ça a pu être aussi bien des plantes mais aussi parfois des scènes de vie. Et donc voilà, pour finir, donc au milieu de ce voyage de 2 mois, comme vous l'a dit Julien en préambule, en fait, on a accompagné pendant une semaine une expédition scientifique. Alors, c'est le gros hasard, mais je trouve que c'était une expédition scientifique qui avait été organisée par le muséum. C'était une mission pluridisciplinaire.
dans le sens où il y avait, vous voyez, plein de scientifiques avec plein de spécialités différentes, et donc la personne qui a, enfin les deux personnes qui ont un petit peu drivé cette, enfin qui ont complètement drivé cette expédition, qui sont à l'origine de cette expédition, c'est Nicolas César que vous voyez hop, là. Et Eliane Camargo. Et donc l'objectif, c'était d'aller. Donc Nicolas César est ethno-entomologiste, ça veut dire qu'il étudie les relations entre les hommes et les insectes. Et pour cette mission, c'était plus particulièrement les fourmis et les guêpes. Et on est parti. Bah oui, pardon. Hop. On est parti en plein milieu de la forêt, dans une région qui s'appelle le Haut-Maroni, où habite une population amérindienne, ce sont les Wayana Apalai. Et en fait, on est parti chez eux parce que l'objectif, c'était justement d'étudier les guêpes et les fourmis qu'ils utilisent. Vous voyez comme on le voit ici, en fait, ils les utilisent pour alors je sais pas si Ritz c'est le bon mot, mais en tout cas qui s'appelle le maraquet. Voilà où en fait les Amérindiens ils ont pour coutume de se faire piquer comme ça par des guêpes et des fourmis, ça a une fonction régénérante. Et en fait chez les Wayana Apalai ils utilisent 9 guêpes et fourmis différentes. Alors eux ils les connaissent bien sûr, mais elles sont pas toutes connues de la communauté scientifique, il y en a que 3 sur les 9 qui étaient connues de la communauté scientifique. Et l'objectif de cette expédition, c'était de pouvoir toutes les identifier avec un nom latin. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi des entomologistes, les scientifiques qui étudiaient les insectes. Et pourquoi cette mission ? On va dire une fois qu'on a mis un nom latin dessus, entre guillemets, ça les met à la postérité, c'est-à-dire que après, toutes les personnes qui voudront plus tard savoir quels étaient les insectes qu'ils utilisaient, ils pourront le savoir grâce aux déterminations des scientifiques. Et l'autre objectif aussi, c'était ils espéraient que justement avec cette mission, ça redonne aussi envie aux Wayana de rediscuter de ce rituel qui est aussi un petit peu en train de se perdre. Voilà un petit peu les objectifs de la mission. Et alors nous dans cette mission on a eu exactement le même rôle que ce qu'on a eu ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que nous on était là pour donner des cours de dessin comme on l'avait fait à Kourou, à Cayenne et dans les grandes villes de Guyane. Toujours pareil pour faire découvrir notre métier aux enfants et pour leur apprendre à dessiner les fourmis que eux ils connaissent très bien, pareil avec le regard du scientifique. Et ça en fait en gros ça contribue justement aux échanges culturels puisqu'aujourd'hui alors Marie je pense pourra vous en parler mieux que nous après, mais l'objectif des missions comme ça c'est que ce soit vraiment un échange. Donc l'idée c'est que si les Wayana nous faisaient aussi part de leur savoir, nous on devait aussi c'était un échange et leur montrer des choses que nous on fait, voilà. Et donc exactement comme le reste du temps en Guyane, quand on donnait pas des cours dans les écoles, nous on était dans le village à dessiner, et donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup contribué à briser la glace, parce que vous pouvez vous douter que quand on débarque quelque part comme ça pour soi-disant étudier des gens, forcément c'est quand même quelque chose qui peut être un peu bizarre, on peut se mettre à leur place, et je pense que si nous il y avait des gens comme ça qu'on connaissait pas, qui viennent d'ailleurs nous étudier, on serait un peu sceptique pour les recevoir. Et justement le fait que déjà le fait qu'on ait préparé ces cours en amont avec les instituteurs, les professeurs, ça déjà, on est déjà arrivé avec un projet, donc on a déjà été un petit peu mieux accepté. Et puis après, le fait qu'on dessine dans le village comme ça a beaucoup intrigué. Au départ, c'était les enfants qui venaient nous voir. Après, les adultes, vous voyez Julien qui dessinait toutes ces plantes. À la fin, il y a même des habitants qui allaient exprès chercher des plantes et des plantes pour que Julien il puisse les dessiner. Il y a notamment une plante qui s'appelle la salade Kumaru. Julien avait dit à un de nos guides qu'il adorait cette plante et il est parti en pirogue pour lui en ramener mais un seau entier. Et puis moi du coup j'ai plus dessiné les habitants, mais c'est pareil en fait, en les dessinant je restais 4 heures, 5 heures avec eux. Donc au bout d'un moment on commençait un petit peu à discuter, ils blaguaient avec nous, etc. Donc on va dire, alors il n'y a pas que nous, mais le fait qu'on était là en tant que dessinateur, ça a vraiment aidé à ce que la mission soit aussi acceptée sur place, voilà. Et alors pour finir,
Ce qui est très amusant, c'est que Julien et moi, on est partis en Guyane. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, ah là, on va voir une nature de ouf, des perroquets, des fourmiliers, des coqs de roche, des jaguars. Bon, les jaguars, on n'en a pas vu. Avec pareil, au niveau des plantes, une biodiversité incroyable. Donc bon, ça on s'y attendait, mais ce qu'on a aussi découvert sur place, justement, c'est toute la richesse culturelle de la Guyane. Parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, il y a énormément de populations différentes. Elles sont toutes arrivées avec leur culture, leur tradition et leur artisanat. Et donc, dans le Haut-Maroni, justement, chez les Wayana Palai, on a aussi découvert tout leur artisanat qui est extrêmement riche. Voilà, là on vous montre un petit peu pareil des échanges, des peintures qu'on a fait, des dessins à ce sujet, et du coup c'est comme ça aussi qu'on a commencé à s'intéresser au travail de Marie. Merci. Donc moi je vais prendre la suite. Je suis ethnobotaniste au Muséum d'histoire naturelle, donc. En fait, je travaille au muséum depuis 92, comme à terre d'abord, puis depuis 96 comme maître de conférence. Et je suis ethnobotaniste, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'ethnobotanique, c'est l'étude donc des relations entre les sociétés et le végétal, les plantes, de manière générale. Et c'est une discipline qui a été inventée aux États-Unis, en fait, à la fin du 19e, en 1895, par H. Berger, qui est le premier à utiliser ce terme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on voulait étudier les usages des plantes dans les populations dites primitives. On s'intéressait beaucoup à ces connaissances, mais c'était quand même dans un but très utilitaire. Et c'était aussi pour enrichir aussi nos connaissances sur ces plantes exotiques et éventuellement les utiliser dans nos propres sociétés, quoi. Ensuite, il y a eu une évolution et en 1950, on a commencé à parler d'ethnosciences, c'est-à-dire que cette ethnobotanique, on l'a appliquée à tous les domaines, comme l'ethno-entomologie, on peut mettre ethno à toutes les sauces finalement, l'ethnozoologie, donc ça a fait partie de la grande famille des ethnosciences. Et en France, c'est en 1957 que Porter a créé le laboratoire d'ethnobotanique ethnozoologie du Muséum d'histoire naturelle, dans lequel d'ailleurs j'ai été intégrée comme maître de conf. Et il y a eu une grande évolution en fait dans cette discipline, justement sur l'intention même de cette discipline. Au début, on était vraiment dans une approche utilitariste et pour nos sociétés à nous. Ensuite, ça a évolué et on s'est dit ce qui est intéressant, c'est vraiment d'étudier leur rapport aux plantes dans un sens ethnologique, c'est-à-dire vraiment entrer dans la perception locale et puis essayer de comprendre comment ils perçoivent les plantes qui sont autour d'eux, leur environnement. Et c'est vrai qu'à partir des années 2000, on a commencé à avoir une vision un peu plus développement durable, c'est-à-dire que notre discipline s'est plus mise au service des populations pour essayer justement d'initier du développement local, durable, à partir des connaissances traditionnelles. Et c'est vrai que moi, c'est clairement la direction que j'ai prise dans mes recherches, vous allez le voir. Avant ça, je vais vous présenter une petite carte de la Guyane, avec les 6 ou 7, voire 7 populations amérindiennes qui vivent sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois ethnies amérindiennes qui vivent sur le littoral, donc les Kalinia, les Palikor et les Arawak, ou Lokono, et 3 qui vivent dans l'intérieur forestier, donc les Wayana, dont vous a parlé Delphine, et puis les Wayampi qui sont sur le Oyapock, donc à la frontière du Brésil, et puis aussi les Téco, qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui sont les plus anciens en fait. Donc qu'on appelait autrefois émerillons. Et pour vous donner une image de cette diversité culturelle, je vous ai mis quelques photos. Voilà, la Guyane actuellement c'est environ 300 000 habitants, mais 95% de la population vit sur la côte en fait. Donc l'intérieur forestier qui est immense n'est peuplé que de 5% de la population, ce qui est donc très très peu finalement. Il n'empêche qu'on a quand même une très grande diversité culturelle en Guyane. Voilà, il y a plus de 50 langages qui sont parlés, 30 couramment. Donc vous voyez ici des Amérindiens, des Hmongs, les Noirs-Marrons. Donc moi j'ai commencé à travailler en 86 en Guyane. Donc vous voyez c'est sur vraiment le long terme. Chez les Noirs-Marrons qu'on voit justement en bas à droite un homme qui joue du tambour, sont des descendants de personnes qui avaient été esclavagisées et qui se sont enfuis dans la forêt, qui refusaient l'esclavage. Ils se sont donc créés de nouvelles sociétés au contact de cette forêt.
Et ils ont beaucoup échangé avec les Amérindiens. Voilà. Moi, ma problématique, c'était de comparer en fait cette approche de la forêt par des populations d'origine africaine et par des populations d'origine amérindienne, donc autochtones. Et c'est ce que j'ai fait depuis voilà autant d'années. Et donc ça fait environ presque 30 ans que je travaille avec les Wayana, du coup, parce que j'ai d'abord travaillé chez les Aluku, qui vivent aussi sur le Haut-Maroni. Et chez les Wayana, c'est depuis 96. J'ai commencé à travailler chez Wayana. Donc au début, moi, je travaillais plutôt sur les plantes alimentaires. Voilà, j'ai travaillé sur le manioc, les différentes variétés de manioc. J'ai beaucoup travaillé sur leur alimentation, le végétal dans leur alimentation, la manière dont ils géraient leurs abattis, etc. Ensuite, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les plantes médicinales, puisqu'en fait, moi, je suis pharmacienne au départ. Et je voulais être herboriste, en fait, 18 ans. Mais bon, on m'a orientée vers la pharmacie. Puis la pharmacie, après, je suis allée vers l'ethnologie, puis l'ethnobotanique au muséum, voilà. Et au final, ces dernières années, mais ça fait comme déjà une vingtaine d'années que je travaille sur l'artisanat traditionnel Wayana. Alors pourquoi aussi longtemps, vous allez me dire? Parce que c'est un vaste chantier, c'est extrêmement riche. Et j'ai travaillé sur déjà... Mon approche, moi, c'est toujours le végétal, hein. Donc, dans un premier temps, j'ai inventorié toutes les plantes qu'ils utilisaient pour faire leur artisanat. Et puis, bien sûr, je travaillais sur leur motif, parce que qui dit relation au végétal, relation à l'environnement, ça, on s'intéresse évidemment, c'est juste un morceau de la ficelle qu'on tire et puis toute la société vient derrière. Donc il y a aussi les motifs et puis la mythologie, les mythes, la cosmogonie. Donc en fait c'est extrêmement riche quand on commence à s'y intéresser. Et puis surtout, moi j'ai toujours une approche de sauvegarde en fait, parce que j'ai quand même avec le recul là, et encore de plus en plus, je vois bien l'effondrement en fait des connaissances sur la nature qu'ont ces populations. C'est assez terrible. Le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé autrefois, des anciens qui connaissaient extrêmement bien la forêt, vraiment une finesse dans la connaissance des variétés, des plantes, des usages, des centaines de plantes qui étaient utilisées. Pour ma thèse chez les Aluku, j'en ai inventorié 800. Avec à chaque fois des usages multiples, etc. Et les connaissances qu'en ont les jeunes actuellement, enfin c'est assez grave, hein, c'est vraiment un effondrement drastique de ces connaissances sur la nature. D'ailleurs, on parle souvent de l'effondrement de la biodiversité, mais moi j'insiste beaucoup sur l'effondrement de ces connaissances sur la biodiversité. Et c'est aussi important parce que on dit toujours qu'il connaît bien, protège bien, et c'est vrai que quand on connaît la forêt, on la respecte. Les Amérindiens vivent depuis des millénaires, notamment en Guyane, ça fait plus de 15 000 ans qu'ils sont en Guyane, ils n'ont jamais détruit la forêt. C'est leur garde-manger, c'est là ils vont chercher tout ce dont ils ont besoin pour vivre en fait, hein. Que ce soit leur alimentation, leur médecine, la manière aussi pour s'habiller, pour habiter, le logement, les carbets, les meubles, enfin tout vient de la forêt finalement, le gibier. La rivière fait partie intrinsèque de la forêt, donc la rivière, le poisson, donc la pêche, etc. Tout est lié en fait au milieu naturel et toute leur vie est basée là-dessus. Donc on ne va pas détruire évidemment la forêt quand on y habite et qu'on en dépend totalement. Le fait est qu'actuellement, avec le changement de mode de vie, l'occidentalisation, le changement de mode de pensée aussi beaucoup, hein, parce que les gens maintenant sont scolarisés depuis une trentaine d'années à peu près, une quarantaine d'années. Donc on se détourne totalement de ce milieu naturel pour s'intéresser à d'autres choses, qui est plus le monde occidental. Et finalement, les jeunes connaissent de moins en moins, malheureusement, hein, la forêt qui les entoure. Donc moi, ma démarche, depuis toujours, hein, depuis que j'ai commencé ce métier, c'était d'enregistrer en me disant, bon, c'est triste hein, quelque part, parce qu'on a l'impression presque de faire de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on enregistre des connaissances et on sait qu'elles vont disparaître. Mais je me dis, bon, au moins, ça sera enregistré. Si un jour les jeunes veulent s'y réintéresser, ils auront au moins ces documents-là qui pourront leur servir. Voilà un peu ma démarche. Et donc, pour l'artisanat, j'ai commencé à travailler sur donc tous les objets qu'ils fabriquent, en inventoriant tous les végétaux. Vous voyez, par exemple, ce magnifique katuri. Alors, un katuri, c'est un porte-charge, c'est comme une espèce de sac à dos, mais amérindien, qu'on met en fait avec une lanière, on pose sur la tête et on le porte à dos d'homme en fait, souvent à dos de femme d'ailleurs en fait, quand on revient de la bâtie. Mais les hommes ramènent aussi leur gibier dedans. Et ça, ce katuri,
d'eau, qui est aussi ce qu'on appelle Timilicem catalyst, ça veut dire le katuri avec des motifs, ou Wama catalyst, ça veut dire le katuri en aromant. C'est un katuri qui existait déjà quand les premiers explorateurs ont rencontré les Wayana au XVIIIe siècle. Il était déjà présent, hein, ils le fabriquaient déjà. On a des images, c'est assez ressemblant. Et c'est un katuri, on va dire, de représentation, quoi, un petit peu. Et c'est pour montrer le savoir-faire aussi dans le domaine du vannier, parce que ça engendre énormément de connaissances pour fabriquer cet objet qui est magnifique. Et on va voir qu'il y a beaucoup de végétaux qui sont utilisés. Alors le principal, c'est l'aroman. Je vous montrerai une photo après. Et pour le fond et les côtés, mais il y a aussi, vous voyez, les bâtons qui sont utilisés pour faire les montants. Piléou, ça c'est l'herbe à flèche pour faire les bordures. Mami, c'est la liane franche pour faire les bords. Colopioto, ça c'est un petit palmier qu'on va utiliser pour entourer. Oamu, ça c'est le coton qu'on va cultiver à la bâtie. Kulaiwat, c'est une sorte de bromélia, c'est la famille des ananas. C'est une plante qu'on cultive à la bâtie parce qu'on en fait des lanières, des fils d'attache très solides. Ensuite, il y a toutes les écorces qui vont être utilisées pour faire les lanières de portage, donc il y a plusieurs essences qui vont être utilisées. Et puis ensuite, il y a tous les colorants, parce que évidemment les dessins, les motifs, c'est fait grâce à des colorants végétaux aussi. Et puis ensuite les résines qui vont être utilisées pour colmater, coller. Vous voyez qu'en fait, pour faire cet objet, il faut déjà une très bonne connaissance de la forêt. C'est bien pour ça que les jeunes ne savent plus le faire d'ailleurs, hein. Alors, on va voir qu'en fonction de la complexité de l'objet, bien sûr, ça engendre, en fait, ça sous-entend toute une connaissance du milieu naturel autour d'eux, hein. C'est pas, on va pas au magasin acheter, il faut aller en forêt, reconnaître la plante, la récolter, la ramener au village, la travailler, la transformer, etc. Et puis, en plus, il y a les motifs qu'on va mettre pour ornementer donc l'objet. Donc vous voyez là on a mis Waliou, c'est les yeux de l'oiseau Wali. Matawat, c'est une chenille qu'on voit sur les côtés. Et là aussi, dans les motifs, je me suis aperçue que malheureusement, c'est quelque chose aussi qui n'est plus vraiment bien connu. C'est-à-dire on va pouvoir donner plusieurs noms pour le motif. Des fois les gens se trompent. Enfin c'est quelque chose qui est en voie vraiment d'oubli. Surtout, bon, il y a les principaux qui sont très connus, mais il y a certains, ça n'a pas été facile en fait de trouver un consensus entre les différentes personnes pour me dire mais ça c'est vraiment tel motif. J'ai comparé aussi avec mes collègues au Brésil qui travaillent chez les Wayana, etc. Et en fait, parallèlement, j'ai fait aussi donc des fiches sur les plantes qui étaient utilisées pour bien décrire la plante. Donc là c'est l'aroman, donc Wama, donc qui est marron-tassé, qui est d'ailleurs présente dans l'exposition. D'ailleurs, je l'ai ramenée de Guyane pour qu'elle y soit. Et voilà, donc le milieu où pousse la plante, de manière à ce qu'on puisse la reconnaître, etc. Alors, mon idée au départ dans ce travail, c'était de faire un DVD interactif pour que les enfants, ça les amuse, ils puissent cliquer. Donc, le DVD, finalement, je l'ai fait. Mais finalement, j'avais quand même quelque chose qui me gênait beaucoup. C'était ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'était donner tout ça au public, ou voire même le mettre sur Internet. C'est prêt sur Internet, en fait, hein. Et puis, je me suis dit, oui, mais n'importe qui peut copier, en fait, ces motifs, peut copier leurs modèles, etc. Et déjà, les Wayana se plaignent de se faire piller. Notamment cet objet-là qu'ils fabriquent, le Malouana, le ciel de casse, qui est un objet vraiment très culturel, que seuls les Wayana et les Apalai fabriquent. Et que beaucoup de gens copient pour en faire des t-shirts, des pareos, des sacs, voire même des planches à découper, alors que c'est un objet qui est quasiment sacré, puisque c'est un objet qu'on va mettre au sommet du Tukushipan, qui est le ciel, le carbet communautaire dans lequel on fait toutes les cérémonies, notamment celle du Maraquet, mais aussi c'est là où on accueille les étrangers, etc. Et ça a une vocation protectrice. Vous voyez, on y retrouve plein de motifs qui représentent des animaux de la mythologie. Souvent, c'est des animaux dévoreurs d'hommes dont on a très peur. C'est des chenilles à deux têtes, ce sont des monstres aquatiques. Mais il y a aussi tous des animaux qu'on retrouve dans la mythologie, comme la tortue, etc., qui ont tous un sens. Et ce ciel de casse, on va l'enchasser au sommet du Tukushipan, et quelque part, c'est une forme de protection de la communauté. D'ailleurs, on leur accorde un pouvoir, hein. Les femmes enceintes n'ont pas le droit de regarder
parce les bêtes peuvent manger le fœtus dans le ventre de la femme enceinte. D'ailleurs, autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de regarder les hommes. C'est seulement les hommes au départ qui doivent faire ces objets. Hein. C'est vraiment une activité masculine, de même que la vannerie, d'ailleurs, sont des activités masculines. Et donc, il y a un pouvoir qui est attribué à cet objet, et de le voir dévoyer et de le voir commercialisé sans leur autorisation, et surtout sans qu'il y ait aucun retour pour la communauté, évidemment, ça les vexe, en fait. Ils sont pas et ça fait pas mal d'années qu'ils nous sollicitent en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors moi, je me suis dit, bon, mon DVD, il est prêt, mais est-ce que je le publie parce que c'est bien, mais tout le monde va le recopier. Donc, en fait, j'ai commencé un travail c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à faire les choses. C'est pas du tout la même démarche, mais c'est complémentaire. J'ai commencé à travailler avec une juriste, une avocate, et là, on est en train de créer, du coup, on a trouvé une solution, enfin, on espère, de créer un label Wayana. Ce qui veut dire que, en fait, on va labelliser les objets qui sont fabriqués par les Amérindiens et ils pourront déjà prouver l'origine des objets et puis faire en sorte de communiquer là-dessus aussi, de dire, n'achetez pas des copies. Parce que aussi, bon, excusez-moi, mais il y a aussi les Chinois qui se sont mis à faire des ciels de caste en peinture pour imiter. Bon, voilà, il y a des copies, quoi. Et sans parler de tout ce qui était reproduit dans le commerce, voilà. Et donc, on a créé du coup une association. Ça a pris beaucoup de temps aussi, en essayant de regrouper tous les artisans du Haut-Maroni, qui sont des communautés Wayana et Apalai. Parce que les Wayana ont vraiment tenu à ce que la société Apalai soit associée. Alors, les Apalai, ils sont très peu nombreux en Guyane, mais ils sont quand même très présents chez les Wayana. Seulement, ils sont assimilés aux Wayana. De la même manière qu'au Brésil, d'ailleurs, c'est l'inverse. Les Wayana vivent chez les Apalai, donc on les appelle tous Apalai. Nous, il y a beaucoup d'Apalai chez les Wayana, mais ils sont tous assimilés aux Wayana parce qu'ils vivent dans les villages Wayana. Et donc, ils ont appris la langue. C'est 2 langues proches, de la famille Caribe, donc beaucoup d'échanges. Et ils ont le même artisanat. Si j'avais le temps, je vous raconterais le mythe de l'origine des motifs. Ça serait sympa, mais je pense que ça va prendre un petit peu trop de temps. On verra après si on a le temps. En tout cas, qui raconte bien pourquoi les Apalai et les Wayana ont le même artisanat. Et donc, ils ont tenu, dans leur association, à associer les Apalai. Ce qui est tout à fait honorable de leur part. Donc voilà, donc on a créé une association Itencom, qui est une association qui regroupe les artisans de Haut-Maroni et qui pourra défendre leurs droits. C'est-à-dire que même si on n'a pas de défense positive, dans la mesure où vous savez qu'en France les populations autochtones n'ont pas de statut, donc on peut pas dire cet artisanat appartient à la population autochtone Wayana. La population autochtone n'a pas de statut. On est tous égaux dans la Constitution française. Donc on peut les peuples autochtones en tant que tels ne sont pas reconnus en tant que peuples autochtones, mais en revanche, ils ont un certain nombre de droits qui sont spécifiques, mais on ne peut pas, ils n'ont pas de personnalité morale. D'où l'obligation de créer une association qui va leur donner en fait un statut moral qui permettra aussi de porter plainte s'il y a des abus et qu'on leur vole leurs motifs. Et donc on aura une avocate qui les défendra et aussi un interlocuteur unique, parce que c'est vrai que parmi les gens qui ils le font pas forcément avec mauvais escient, mais c'est très joli, nous on a envie de faire ça, mais on ne sait pas à qui s'adresser en fait. Et donc là, au moins, il y aura un interlocuteur qui sera une association qui regroupera, qui représentera tous les artisans du Haut-Maroni. Et donc les gens aussi pourront demander l'autorisation et éventuellement verser des royalties si les Wayana sont d'accord. Voilà, un petit peu la démarche. Et puis, donc vous voyez, j'ai mis une diapo pour montrer la richesse de ce patrimoine qui aussi, il y a la perlerie, la poterie, vous voyez les ciels de case, la vannerie, mais... Et on a, en 2002, créé une association, donc on a appelé GADEPAM, qui vise là à donner des débouchés économiques aux artisans. C'est-à-dire qu'en fait, constatant la disparition de ces connaissances, la disparition de ces savoir-faire traditionnels, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on est chercheurs, c'est bien d'étudier, mais si on fait rien, en fait, ça suffit pas de on peut enregistrer, mais si on fait rien pour que ça soit vraiment préservé, ça va quand même disparaître. Voilà. Donc la démarche, ça a été, on va leur proposer des débouchés économiques. Pourquoi? Parce que pendant nos travaux, on travaillait sur l'homme et les produits forestiers dans les années 2000. Les gens nous disaient, moi je sais faire ça, 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 mais en fait je ne fais plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas de débouchés. Et eux, les utilisent pas beaucoup dans leur vie quotidienne. Ils ont remplacé les poteries par des bassines en plastique. Ou par des grandes casseroles en métal. C'est pareil, en fait, le plastique, il a envahi tout. Donc, en fait, dans leur vie quotidienne, ils utilisent de moins en moins leurs objets traditionnels, sauf ceux qui sont vraiment utilisés pour la transformation du manioc,
Là, heureusement, on continue à les fabriquer. Voilà, mais il y avait plein de jolis objets, etc., magnifiques, qu'ils savaient faire, mais qu'ils ne faisaient plus parce qu'il n'y avait pas de débouché. Donc, on s'est dit, on va leur offrir un débouché économique, d'où la création de cette association, qui est évidemment dans une démarche sociale et solidaire. On ne fait pas de bénéfices, hein. Et il faut aller chercher donc l'artisanat sur on travaille avec toutes les communautés, hein, on ne travaille pas qu'avec les Wayanas, toutes les communautés de Guyane, donc de Trois-Sceaux, jusqu'à Antikumpata, Sahul, enfin tout, dès qu'on peut intégrer des artisans dans le circuit. Là, actuellement, on a plus de 600 artisans avec qui on travaille. Et voilà, pour en savoir plus, c'est des articles que j'avais écrits dans une très belle revue qui s'appelle Une saison en Guyane. Alors, c'est ma petite page de publicité. Mais vous y trouverez plein d'articles intéressants sur la Guyane, les Guyanes, parce que c'est pas que sur la Guyane française. Voilà. Et puis je vais relaisser la parole à Delphine et Julien. Sinon, c'est surtout que tu vois, on retrouve l'artisanat de Guédépam à l'exposition, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié de le préciser. Il y a plus, mais durant les premiers week-ends de l'exposition, du coup, d'où la démarche où j'avais demandé l'autorisation de faire un stand d'exposition de l'artisanat guyanais, surtout amérindien, parce que c'est surtout de l'artisanat amérindien. Donc, dans le cadre de l'exposition dans les Grandes Serres, il y avait un petit stand avec l'artisanat de Guyane, un stand de Guédépam, notre association, pour la présenter aussi, un petit peu la faire connaître, et puis voilà, pour offrir au public un petit souvenir très local de Guyane. Et du coup, il faut savoir que nous, on s'est aperçu en étant en Guyane que justement l'association de Marie, elle est devenue vraiment incontournable. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment une réussite après. Nous, on a vu aussi, sans avoir la connaissance de Marie, mais on a vu aussi par nos rencontres ce savoir qui est encore présent, mais qui, on va dire, qui se transmet de moins en moins. Et c'est vrai qu'on aimerait toujours en faire plus, mais en tout cas, c'est vraiment un incontournable et connu en effet de toutes les communautés. Et ça, c'est aussi hyper important à signaler. Et peut-être pour finir, je pense qu'on n'a pas trop de temps. Faut faire vite, c'est ça. Ce qu'on trouvait très intéressant dans cet échange, c'est que là, Marie vous a justement présenté, elle, en tant que chercheuse, tout ce qu'elle a fait avec cet artisanat. Et nous, pour conclure, on va aussi vous montrer ce que nous, on a fait en tant qu'artistes autour de cet artisanat quand on l'a découvert. Voilà. Alors, du coup, comme Marie vous expliquait, chez les Wayanas, la vannerie, c'est vraiment un truc d'homme. Et donc, du coup, moi, j'y ai pas eu le droit, mais Julien a eu le droit à des démonstrations. Ouais, du coup, j'ai suivi, c'est notamment l'ethnologue Nicolas César qui étudiait ces fameux kunana, donc ces sortes de nattes qui servaient à caler les fourmis et les guêpes pour après qu'ils soient appliqués lors des cérémonies. Et du coup, là, je fais défiler. Voilà, c'est surtout que donc j'ai essayé de les dessiner en même temps qu'ils le faisaient. C'est très rapide, donc ils en ont fait plusieurs pour que je puisse essayer de comprendre comment marche la vannerie, le principe. Et du coup, à partir des croquis, qui sont ici, là qu'on voit en grand. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de refaire un petit peu le. Alors là, je vous montre. Voilà. En stop motion. Voilà. Donc là, c'est juste une reprise des croquis que j'ai faits pour essayer de comprendre. Et à partir de ça, ça peut permettre potentiellement de faire justement des petits dessins pour expliquer les techniques. Et notamment, ça peut servir pour l'illustration en ethnologie, du coup, pour essayer de garder en souvenir et transmettre plus tard pour des jeunes qui veulent savoir comment faire de la vannerie. Et pour finir sur ça, Julien, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, toi, ton herbier dessiné que tu as fait, c'est aussi une façon pour toi justement d'apprendre c'était une façon d'apprendre toute la flore de Guyane. Et moi, après, qui suis retournée justement chez les artisans et qui n'ai pas vu les démonstrations, mais qui est dessiné en comptant tous les brins des tamis, etc. En fait, en dessinant, ça nous permet aussi déjà de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et de mon côté, j'ai fait aussi parce que finalement quand on est artiste, on est aussi un peu comme Marie à travers son association. Quand on est artiste, on est aussi vraiment des médiateurs. Et donc du coup, moi quand je suis rentrée de Guyane, j'ai fait un petit échange culturel entre une école justement, l'école du village où on était en Antikumpata, où en fait ce qui est très marrant, c'est qu'il y avait des petits Français qui avaient entre 6 et 10 ans, et avec une école de Saint-Denis qui sont aussi des petits Français entre 6 et 10 ans, mais qui ont une vie assez différente. Et l'idée c'était qu'ils comparent
un petit peu leur quotidien. Et moi, forcément, au Petit Saint-Denis, je leur avais fait découvrir les Wayana, je leur avais raconté mon séjour, pareil, leur quotidien, etc. Et du coup, on avait fait un petit atelier où ils avaient découvert le ciel de Casse, qui est en effet un petit peu le fleuron de l'artisanat Wayana, où du coup, on a fait un atelier comme ça. Et donc, alors, ce que vous voyez ici, ça, c'est une chenille urticante à 2 têtes. Marie vous en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que ça fait partie des animaux mythiques vraiment symboliques des Wayana Palai. Et donc, moi, ça me faisait vraiment marrer de voir les chenilles urticantes à 2 têtes dans une classe à Saint-Denis. Et puis après, toujours ce rôle de médiation, en fait, l'artisanat, justement, comme c'est vraiment quelque chose qui nous a ému, qui nous a plu, et que c'est fait à partir de plantes, comme vous l'a expliqué Marie, on a aussi voulu en parler dans l'exposition. Là, vous voyez, c'est notre expo, donc c'est aussi une façon pour nous, parce que on est convaincu que plus ce genre de culture elle est connue aussi, plus ça aidera peut-être à la préserver. Et parce que il faut savoir que déjà la Guyane, on la connaît pas beaucoup en métropole, mais les Amérindiens en Guyane, c'est vraiment ceux je sais pas dont on parle le moins, mais bon, voilà, c'est un peu la 5e roue du carrosse de la 5e roue du carrosse, on va dire. Donc du coup, pour nous, c'est aussi important à notre façon de le valoriser. Et pareil, une dernière chose, c'est pendant toutes les vacances, moi j'ai fait des médiations aussi où je racontais notre exposition, etc. Et du coup, j'avais mis aussi volontairement l'accent sur tout cet artisanat où je montrais justement plein d'objets, soit que j'avais acheté chez Gadepam en Guyane, soit directement là-bas pour aussi faire découvrir un peu au public métropolitain tout cet artisanat qui gagnerait à être connu. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ce que je voudrais rajouter, c'est de vous remercier tous les deux de cette belle exposition. Moi, je l'ai trouvée très, très, très jolie, très bien faite. Et puis, de m'avoir accueilli pour faire connaître l'expo, et que tu vas continuer à faire connaître au prochain Festival Terre d'ailleurs de Toulouse. Merci. Ah oui, exact. Merci Julien pour ton aide aussi. Merci à tous les deux. Grand merci à vous, c'est très émouvant et merci de ce partage. Peut-être que ça peut susciter aussi quelques questions de votre part. Donc si vous souhaitez avoir des compléments d'information, s'il y a des choses que vous souhaitez savoir un petit peu plus. En attendant peut-être les questions qui vont venir, moi je vais interroger Marie qui voulait nous raconter... Le mythe. Le mythe, voilà, tu nous as mis l'eau à la bouche. Alors, c'est un mythe qui est très connu d'ailleurs chez les Wayana, le mythe de Touloupélé. C'est un monstre en fait. À l'origine, c'est un animal qu'un homme a élevé chez lui. Alors, il était à moitié chenille, à moitié jaguar. Voilà. C'est les histoires. Donc, il l'est vanté avec un éventail à feu. Et puis, il a grandi. Et puis, il est devenu monstrueux, en fait, et il a dû le lâcher dans la nature. Et en fait, il est devenu très méchant, il dévorait tous les hommes. Et notamment tous les hommes qui passaient sur la rivière, parce qu'il habitait en haut d'une colline. Et puis, dès qu'il y avait une pirogue qui passait avec des Amérindiens, il avait un oiseau qui était son complice, qui sifflait, et du coup, lui, il descendait, et puis il faisait renverser la pirogue et dévorait les hommes. Et donc, les Wayana se sont rendus compte de ça. Pas que les Wayana, à l'époque, c'était des groupes ethniques qui n'étaient pas les mêmes, hein, mais on parle les Kukuyana, c'est les ancêtres des Wayana, et puis les Apalai. Et donc, ils se sont unis pour renverser ce monstre. Et ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on va faire? On va le piéger. Donc, voilà, ils ont mis quelqu'un dans une pirogue pour piéger l'animal, et puis ils se sont regroupés, donc ils ont dû unir leurs forces, les groupes qui étaient parfois un peu en conflit, hein, pour renverser et flécher l'animal. Et ils ont réussi donc à le tuer. Et quand ils ont voulu le dépecer, ils se sont rendus compte qu'en fait, la peau de l'animal était couverte de magnifiques motifs. Et c'est ces motifs-là que les Wayana et les Apalai continuent à reproduire dans leur artisanat. Et pour la petite anecdote, ils disent qu'ils se sont partagé la peau en deux. Et donc, il y avait une peau qui avait des plus jolis motifs que l'autre. Alors, selon évidemment l'appartenance, si on est Wayana ou Apalai, on va dire
voilà, que c'est nous qui avons les plus beaux motifs. Un peu comme les Sardes et les Corses qui ont tous les deux la plus belle île, c'est ça. Voilà, la belle histoire de Toulouse-Pélé que je trouve vraiment formidable. Et du coup, ils ont voulu vraiment mettre leur artisanat ensemble parce qu'ils considèrent qu'ils ont le même fondement en fait, avec ce mythe Toulouse-Pélé. Alors, merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Et juste, j'avais une question sur la conservation de la culture dont vous parliez tout à l'heure. Comment vous faites pour conserver cette culture sans fixer, enfin obliger les Amérindiens à rester dans une culture fixe? Parce qu'une culture, c'est quand même quelque chose qui Bien sûr. change. Non, on fixe personne dans une culture. Ce qu'on souhaite, nous, c'est conserver ce patrimoine culturel immatériel, en fait. Mais bien sûr qu'il évolue. D'ailleurs, sur une des diapos, là, on voit un petit motif. Nous, par exemple, à l'association Gadepam, on vend surtout des objets traditionnels qui ont un sens dans la culture. Mais bien sûr, on s'est beaucoup posé la question de l'évolution de la culture et l'évolution de l'artisanat. Et on a, voyez le petit objet là, qui est un motif découpé dans du bois, peint comme un ciel de casse. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un des artisans qui a créé cet objet, qui est très beau. Mais à partir du moment où il part d'une technique traditionnelle, nous, voilà, on va pas. Ce qu'on refuse de vendre, par exemple, c'est des sculptures de fusées Ariane en bois d'amourette qu'on trouve, par exemple, dans les magasins de souvenirs ou voilà des choses qui n'ont aucun rapport avec la tradition. Mais à partir du moment où le savoir-faire il est traditionnel, ou des miniatures, on vend aussi des miniatures de ciel de case, des miniatures de pirogues aussi, des choses comme ça. Non, on fiche pas, on essaye de pas figer, mais par contre, on essaie de conserver. Alors, comment on s'y prend? Par exemple, quand on a commencé, pour la perlerie, tout ce qui est objet en perles, eh bien, les femmes, c'est les femmes qui font les perles, hein, elles avaient tendance à faire des motifs qu'elles reprenaient sur des catalogues modernes, etc. Donc, on voyait des ceintures, par exemple, pour les fêtes traditionnelles, avec une citrouille, enfin comme dans le conte de fées, vous voyez, avec des chevaux, enfin des choses qui avaient rien à voir avec leur tradition. Et nous, on leur a juste suggéré que nous, on allait acheter uniquement les perles avec des motifs traditionnels. Et du coup, elles se sont remis à faire les motifs traditionnels qui sont vraiment très très beaux en fait et qui sont aussi nous c'est notre manière à nous d'essayer de conserver leurs connaissances et pas que ça parte un peu dans tous les sens et la qualité aussi. Par exemple, quand on essaye de nous vendre des objets où on a remplacé le coton par de l'acrylique de couleur criarde, etc. Ben nous on dit non, vendez-le si vous voulez ailleurs, mais nous on prend pas ça. Nous on prend que si c'est vraiment fait avec le coton traditionnel, voilà, pour pas que, parce que dans le problème de la vente de l'artisanat, souvent c'est que on va vers des objets de moins bonne qualité. Bon, on voit ça dans les commerces, hein. Quand on a commencé, il y avait de l'artisanat en vente dans les commerces. C'était souvent de l'artisanat qui venait du Brésil ou du Suriname, hein, des pays voisins. C'est 3 fois moins cher là-bas. On vendait pas beaucoup l'artisanat local, ou alors on voyait des gens qui vendaient n'importe quoi. Mais en fait, vous savez que les Wayana ont beaucoup apprécié cette démarche parce qu'ils adorent les objets très bien faits. Ils sont très pointilleux, et quand on leur dit non, ça c'est pas bien fait, eh ben ils sont d'accord. Ils disent oui, c'est vrai. Donc ils savent très bien ce qui correspond à un objet qui est bien fait, traditionnel, etc. Ou quand la personne a voulu bâcler et faire un truc n'importe quoi parce qu'elle veut le vendre pour gagner de l'argent aux touristes. Et nous, on prend pas. C'est vraiment le respect de la qualité, le respect des traditions, et on laisse vraiment la porte ouverte à l'imagination parce qu'ils ont plein d'idées de faire des médaillons, des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Là, mais vraiment, au contraire, c'est ça la créativité aussi. Mais pas. C'est très difficile, hein, vous allez me dire, voilà. Mais on essaye de conserver, et c'est vrai qu'en général, enfin, pour l'instant, je trouve que la boutique de Gadepam, elle est vraiment magnifique, et que par rapport à. J'arrête pas de liker. C'est comme un petit musée, les gens, ils appellent ça le petit musée. On vend des objets de musée, d'ailleurs, au musée de l'Homme, même, il y a des objets de Gadepam qui sont allés dans les vitrines du musée de l'Homme. Parce que nous, on achète vraiment des vrais objets. Et l'important, c'est que ça a un sens dans leur tradition. C'est pas des trucs qui viennent d'ailleurs ou copiés sur ailleurs. Voilà, faut que ça vienne vraiment d'eux. Mais on laisse libre cours à l'imagination et à la créativité, hein, je l'espère. On n'est pas là pour
J'allais faire une pirouette, justement, j'allais rebondir par rapport à votre question. Je vous invite à aller voir l'exposition, justement, puisque il y a la fameuse petite plante d'arouman que Marie a ramenée d'Amazonie. Et en fait, autour de l'arouman, on parle justement de la vannerie Wayana Apalai. Et ce qu'on raconte, en fait, ce qu'on met en avant dans ces panneaux, c'est justement les différents acteurs qui prennent des initiatives pour pouvoir préserver ces traditions. Et ce qu'on raconte, c'est que justement, en faisant ces initiatives, ces traditions évoluent. Parce que, vous le faisiez remarquer, c'est un art qui est vivant et actuel, donc comme n'importe quoi, ça évolue. Et par exemple, autrefois, les Wayana Apalai, ils faisaient que de la vannerie pour eux. Aujourd'hui, ils en font aussi justement pour les Occidentaux. On n'a pas les mêmes besoins, donc ils vont justement adapter les formes. Et pareil, il y a aussi le mode de transmission qui évolue, parce que aujourd'hui, il y a l'école, ça a changé beaucoup, ça a créé beaucoup de bouleversements. Et donc, vous aurez aussi la réponse à cette question dans l'exposition. Voilà. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pour les illustrateurs et illustratrices que vous êtes. C'est par rapport aux réactions en fait des Wayana vis-à-vis des dessins naturalistes que vous avez faits. Comment est-ce qu'ils les ont perçus, puisque je suppose qu'ils avaient, en tout cas on voit dans l'art que eux produisent, il y a des représentations différentes de la nature, de la biodiversité. Donc je voulais savoir un petit peu quels échanges il y a pu y avoir entre vous avec vos dessins scientifiques et eux avec leur culture et des représentations de la biodiversité. Est-ce que vous aussi, ça vous a permis de voir différemment ce que vous dessiniez? Et est-ce que eux aussi, ils ont eu des retours intéressants à faire sur cette forme d'art qui est le dessin naturaliste? Tu veux répondre? Ouais, alors déjà, c'est vrai qu'on montre beaucoup par les ciels de Cazes, la mythologie avec des formes souvent très stylisées. Et notamment qui s'adaptent à la vannerie avec des motifs stylisés. Mais si on a remarqué déjà que les Wayana, on a beaucoup travaillé avec les enfants, mais aussi les adultes qui sont venus pour dessiner, ils dessinent très très bien, de façon très très fine et très réaliste, parce qu'il y a une bonne connaissance visuelle. Et du coup, je sais pas trop quoi dire. Je pense que en vrai, il y avait rien de spécial, de différent. Ils ont beaucoup apprécié les dessins. Et je sais pas s'il y a des... Peut-être oui. En fait, ce qu'il faut savoir, et Marie va vous le confirmer, faut pas imaginer la civilisation non contactée. Nous, on n'a jamais vu autant la télé que chez eux. Et du coup, même s'ils habitent toujours dans la forêt, ils connaissent la culture occidentale et on va dire les dessins des enfants, je pense que Marie, tu peux nous le confirmer. Dans le style, on va pas faire la différence entre un dessin. Par contre, c'est vrai, peut-être la différence, c'est donc nous, forcément, on leur a fait dessiner les guêpes et les fourmis. Et au début de l'atelier, c'était l'ethnologue qui leur demandait justement de dessiner les guêpes et les fourmis du Marrakech. Et la première étape, c'était qu'ils fassent des dessins sans que nous, on les influence avec notre regard de dessinateur naturaliste. Et le style des dessins était, dire pareil que n'importe quel enfant en Europe. Par contre, ce qui peut être différent, c'est que nous, quand on pense guêpe, on dit dessine-nous une guêpe, on va dessiner la guêpe. Et en fait, eux, ils ont une vision, et ça, Marie, tu le dis souvent, ils ont une vision plus globale de la nature. Donc, ils vont dessiner souvent la guêpe avec toujours leur nid. Ils identifient beaucoup les insectes avec, les guêpes et les fourmis par rapport à leur nid. Donc, c'est plus finalement ce qui va changer, c'est plus la vision de la nature que le style de dessin. Et après, par rapport au ciel de Cazes, nous, malheureusement, quand on y était, on n'a pas eu l'occasion Toi, t'as vu un peintre, je crois, mais moi, j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Mais bon, on va dire comme c'était pas l'objet de la mission, on était plutôt focalisé sur les guêpes et les fourmis. On n'a pas eu vraiment la possibilité d'explorer cet artisanat avec eux chez eux. Je sais pas si. Ouais. Next question. Mais je confirme que les Wayana dessinent très bien. Parce que je travaillais, moi, sur les petits bouquins, sur les plantes médicinales, dans différentes communautés, et ils sont très appliqués. On voit que vraiment, on sent qu'ils sont imprégnés de cette culture-là, des objets bien faits. Quand je vous parlais de l'art qui est vraiment très raffiné, les enfants, mais dès l'enfance, quand ils font un dessin, ils s'appliquent vraiment bien. Vraiment, c'est des bons dessinateurs, beaucoup plus que la moyenne. Moi, je trouve, par rapport à mon expérience à moi, avec les différentes communautés de Guyane, ils sont quand même oui, c'est haut du impressionnant, panier. ouais. Ils sont très, très minutieux, puis ils aiment pas les choses qui sont mal faites, donc ça s'applique. Ouais.
Je pense que vos dessins moi, j'imagine que vos dessins leur ont beaucoup plu. Ils étaient très contents de voir les carnets, les illustrations. Du coup, j'ai noté les noms en wayana et tout ça. Et justement, mais comme disait Delphine, ils ont apporté des plantes pour que je les dessine. Donc, c'était très, très content. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question à vous, Marie. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus par curiosité en quoi consistait votre métier quand vous étudiez l'ethnopharmacologie pour ces populations-là? Est-ce que ça consistait à leur demander ce qu'ils utilisaient? Est-ce que vous faisiez des tests en laboratoire pour identifier des alors en molécules ethnopharmacologie, ce genre de choses? C'est pour ça que je me suis toujours définie comme ethnobotaniste, parce que mon intention, c'était pas de travailler pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est clair, et que ma démarche, c'était plutôt étudier et puis sauvegarder les connaissances. Donc les petits bouquins que j'ai faits sur les plantes médicinales, par exemple, c'est vraiment de la restitution. Et d'ailleurs, les premiers, c'est avec les wayana, parce qu'on a bien constaté que autant les enfants savent encore, ils sont encore en contact avec les grands-parents, autant les adolescents, et dès qu'ils partent en ville pour faire leurs études, ils connaissent plus rien du tout, quoi. Et donc, on voyait qu'il y avait un effondrement là aussi des connaissances sur la pharmacopée. Et on a fait un petit ouvrage avec les principales plantes utilisées pour se soigner au quotidien. Donc, on n'est pas du tout dans le domaine du secret du chaman. C'est vraiment ce que tout le monde devrait connaître pour soigner la fièvre, un bouton, une coupure, etc. Et donc, moi, ma démarche, c'est celle-ci. Je travaille pas avec les laboratoires pharmaceutiques. Par contre, j'ai travaillé une fois avec une chercheuse du CNRS sur une plante wayana qui nous a semblé intéressante, qu'ils utilisaient pour le paludisme. Et dans ce cas-là, on a demandé aux wayana à chaque fois, à chaque étape. Moi, je les connais très bien. Hein, du coup, ça fait très très longtemps que je travaille avec eux. Donc, on a été les voir, on leur a présenté le projet. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des études sur cette plante-là que vous utilisez pour le paludisme? Vous allez être les seuls à l'utiliser. Ils ont dit oui, ça nous intéresse. Bon, après on a étudié les différentes possibilités. Qu'est-ce que vous aimeriez si jamais on trouvait un remède? Mais vous faites pas trop d'illusions, parce qu'on n'a jamais tiré un seul remède de la forêt guyanaise pour l'instant. Je précise un peu les choses quand même. Et donc du coup, ils ont tout simplement, moi j'ai trouvé ça vraiment super. On aimerait par exemple que nos enfants puissent faire des études, avoir des bourses d'études ou trouver du travail. Bon, parce que ça me paraissait vraiment très bien. Et on a travaillé avec cette collègue du CNRS sur la composition et elle a découvert une nouvelle molécule qu'on a baptisée la wayanine pour rendre hommage au wayana, voilà. Et c'est pas un remède miracle contre le paludisme, mais disons que ça peut aider quand on a des crises de palu, on a quand même encore en Guyane. Si on prend cette plante, ça aide à surmonter les symptômes en fait, de fièvre, de mal de tête, tout ça. Donc c'est un remède d'appoint, un bon remède de phytothérapie. On n'est pas allé plus loin dans la valorisation. Ça pose énormément de questions, énormément de problèmes. Depuis le protocole de Nagoya, je ne travaille plus là-dessus du tout, parce qu'en fait, il faut des autorisations. Qu'en Guyane, on n'a même pas, pour l'instant, enfin jusqu'à une époque récente, on n'a même pas la possibilité d'obtenir. Donc moi, j'ai arrêté de travailler là-dessus depuis 2000. Enfin, ça fait plus 10 ans maintenant. Je travaille sur l'archéologie et je travaille sur leur perception de l'histoire. J'ai un peu dévié. Je suis restée avec la même population, mais j'ai changé un peu de. Mais malgré tout, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de plus pouvoir travailler là-dessus. Pourquoi? Je suis pas pour le pillage des connaissances, bien au contraire, pour les protéger. Au contraire, s'ils les valorisaient, ça serait à eux de le faire. Mais n'empêche que si on arrête de faire ce genre de travaux, en fait, ça tombe dans l'oubli. Maintenant, c'est eux les premiers à me demander ce que j'ai fait, ce que j'ai recueilli. Et eux, ils ont envie d'avoir accès à ça parce que les anciens, ça y est, ils sont morts. Il n'y a plus de chaman. Enfin, on est dans je sais pas si on peut imaginer à quel point on est dans une phase de déculturation, quoi. Donc, je trouve ça dommage d'empêcher les ethnologues ou les ethnobotanistes de travailler avec des procédures très, très... ce qui n'empêche absolument pas les labos, s'ils ont beaucoup d'argent, de faire ce qu'ils veulent, parce que, voilà, vous savez, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, il suffit de signer un chèque et puis de faire un contrat avec une population. Bon, après, ça pose toujours des problèmes. Je suis consciente. J'étais même la première à défendre ce principe du protocole de Nagoya. Mais je trouve que tout bloquer aussi, c'est pas une solution. Parce que c'est eux-mêmes, des fois, qui nous demandent. C'est curieux, mais à un moment, quand j'ai travaillé beaucoup sur les plantes médicinales, ils m'ont dit, Marie, t'as plus qu'à t'installer chez nous, et puis nous, on viendra chercher les plantes chez toi, maintenant que t'as tout étudié. J'ai dit, non, ça, c'est pas mon rôle. Vous avez vos spécialistes, et vous faites-le.
Mais c'est pour vous dire, en fait, ils sont assez demandeurs, en fait, parce qu'on s'intéresse à eux, on s'intéresse à leur culture, alors qu'ils ont tendance à se dévaloriser. Et quelque part, en mettre l'accent sur leur connaissance et la richesse de ces savoirs, c'est aussi revaloriser leur identité. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai, on connaît très peu les Amérindiens de Guyane, on en parle très peu. Et eux ils ont tendance, vraiment, quand ils se sentent dans le monde occidental, quand ils vont en ville, ils se sentent un peu démunis. Et donc, ils ont vraiment tendance à se sous-estimer, quoi. Et même, j'ai entendu des phrases, oh ben moi, tu sais, je comprends rien, moi, je suis une indienne, quoi. Enfin, c'était vraiment par dépit, quoi. Moi, je suis paumée, quoi, dans votre truc, là, dans votre monde. C'est vrai que faire les papiers, tout ça, les inscriptions des enfants à l'école, c'est compliqué pour eux. Enfin, ils ont beaucoup de difficultés, hein, en ville. Et ils se sentent démunis, du coup ils ont tendance à se sentir inférieurs. Et alors la génération qui monte, on sent que ça change, hein. Il va y avoir mais ça risque d'être beaucoup plus agressif, hein, parce que là, les jeunes, beaucoup ont perdu leur culture et qui commencent à s'en rendre compte là, je pense qu'il va y avoir des conflits. D'ailleurs, c'est en train de démarrer en Guyane, des conflits des autochtones, parce que les jeunes générations, elles sont beaucoup plus vindicatives, quoi, on va dire, hein. Vindicative, ouais. Et je les comprends, hein, quelque part. Elles sont frustrées, souvent elles ont perdu beaucoup de leur culture, et puis quelque part elles se sentent dévalorisées, alors que c'est les premiers habitants de la Guyane. Donc en fait c'est eux qui sont légitimes en Guyane, hein. Et ils sont minoritaires, donc ils n'ont pas de poids électoral non plus, donc en fait ils sont souvent un peu les derniers, voilà. Même les politiques, hein, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux Amérindiens. Ils n'ont pas de poids politique au niveau élection. Ils sont trop peu nombreux. Donc finalement, voilà. Mais ils ont une forme de résistance qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'ils mettent en avant. Mais nous, on est toujours là. Hein, 1492, d'accord. Christophe Colomb est arrivé. Ils ont essayé de nous exterminer. Mais on est toujours là. Et c'est vrai. Ils ont une faculté de résilience incroyable. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont subi, on va pas faire l'histoire, hein, mais tout ce qu'ils ont subi, entre les épidémies, les guerres, les massacres, l'esclavage, et là, la culturation, la francisation forcée, la colonisation, enfin, ils ont tout eu. Et bien, ils sont toujours là, et on peut dire bravo.